Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans Politiquement Chaud. Dans ce numéro, le tout dernier avant le 11 avril, jour de vote, nous vous proposons les analyses de nos spécialistes et consultants sur le déroulement de la campagne électorale. Ce sera cette fois-ci avec Dr Oswald Padonou, politologue. Il est surtout spécialiste des questions de défense et de sécurité. Lui, c'était un permanent sur l'émission. Dr Patrick Renou, politiste également. Bonsoir, chers invités. Bonsoir. Et en attendant de vous retrouver dans cette émission, chers amis téléspectateurs, vous aurez droit aux autres rubriques traditionnelles. Il s'agit entre autres de monitoring où Emon Aniabossou, cette fois-ci en compagnie de Dr Patenon. Il est docteur en droit privé à l'université d'Abomey-Calavi, qui nous parlera des opérations de vote. Dans le face-à-face, les représentants des trois duos de candidats vont croiser le fer et défendront chacun, en ce qui le concerne, les offres politiques de leurs différents candidats. Je peux déjà vous annoncer qu'il s'agit de Maître Alain Orunla pour le compte du candidat Patrice Talon, de M. Salomon Ojo pour les Forces Corées pour un Bénin émergent, candidat donc à l'Assemblée Soumanou Djemba, alias Gateri, et le magistrat Honora Adjovi, qui est directeur de campagne du candidat Corentin Kokwe. En fin d'émission, Naguib Alagbe, qui a fuiné déjà pour nous les médias, les publications du jour, mais aussi et surtout les réseaux sociaux, viendra ici sur le plateau nous faire le point de comment les citoyens vivent cette campagne électorale. Mais avant toute chose, voici l'ambiance de la campagne d'un point campagne. Candidat au poste de vice-président sur la liste du parti Restaurer la confiance, Irénée Agossa foule ce jeudi matin sa terre natale. Avant toute activité, l'homme est d'abord allé faire allégeance chez le roi d'Agonlihuegbo. C'est un plaisir de venir voir Sa Majesté et de demander les bénédictions avant d'aller à notre meeting géant d'ici pour expliquer notre vision au peuple d'Agoli. Du palais du roi Yeto Kandji, le candidat s'est rendu au lieu réservé pour le meeting où il a été rejoint par Corentin Kokwe. Face aux militants et sympathisants, les deux hommes sont revenus sur les grands axes de leur projet de société. Pour les 5 prochaines années, ils proposent le retour au pays de tous les exilés, des emplois aux jeunes, la refondation des bases économiques, la restauration de l'unité nationale et bien d'autres actions. Vous allez voir, le président Kokwe et moi, nous avons la formation pour le faire. Nous savons ce que c'est qu'un État. Nous savons ce que c'est que gérer. Nous savons comment lutter contre le sous-emploi. Nous savons comment lutter contre le chômage. Ayez confiance en nous. Si le 11 avril, l'effectif qu'on voit ici ne se traduit pas dans les urnes, nous allons dire que Irénée Agossa a été chercher des voitures pour ramasser les gens de Dantokpa pour amener ici. Est-ce que c'est les gens de Dantokpa ou les gens d'Agonli? Les gens d'Agonli. Comment je saurais que c'est vrai? Dans les urnes. Miawe malo, mo miawe ma. Miawe lo, mo miawe. Miawe malo, mo miawe ma. Miawe lo, mo miawe. Misu vechan, miawe, misu tonchan, miawe lo. Confiants de leur capacité, disent-ils, à faire mieux que le régime actuel, le duo du RLC se présente comme le meilleur atout pour un nouvel envol du Bénin sur plusieurs plans. Outre les liens de parenté avec l'un des personnages du duo, les populations ont dit avoir été séduites par les propositions des candidats. Elles ont promis faire le nécessaire pour le sacre de Corentin Kokwe et son colistier. Ces dernières n'attendent plus que le dimanche 11 avril pour donner la preuve de leur engagement à voter la liste du parti RLC. Hystérie générale d'une foule immense qui s'est massée au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo à l'apparition de Patrice Talon. Ici, l'homme est adulé pour avoir fait en 5 ans ce qu'aucun président n'a fait à Porto-Novo
en 60 ans d'indépendance. Et pour cela, les fils et filles de Porto-Novo, avec à leur tête le maire Charlemagne Nyankoti, ont décidé de l'accueillir comme un roi. Porto-Novo a changé, continue de changer. Et certainement, c'est-à-dire assurément connaîtra une complète transformation au cours du quinquennat 2021-2026. Cela mérite une profonde et sincère gratitude, surtout lorsqu'on sait que vous êtes attaché à cette ville qui vous a vu écrire la plus belle page d'histoire d'amour de votre vie. C'est pour cela, nous nous sommes mobilisés plus que jamais pour marquer notre histoire électorale en vous garantissant un taux de participation record avec un score inédit au soir du 11 avril 2021. Patrice Talon, candidat à sa propre succession, est émerveillé par l'accueil des Aïnovi. Il promet faire davantage si le peuple béninois en venait à lui renouveler sa confiance. Porto-Novo, merci. Vraiment, merci. C'est grand. Je n'aurais jamais, même dans mes moments d'espoir, dans mes moments de rêve, pensé que Porto-Novo nous réserverait un accueil aussi grandiose. C'est incroyable. Pendant 5 ans, nous nous sommes entraînés. Nous avons révélé à nous-mêmes nos capacités, nos forces, notre détermination, notre volonté. Ce que j'ai appelé partout notre entraînement. Vous savez, vous en êtes certain déjà. C'est maintenant que ça va commencer. Les 5 années à venir, ce sera plus la révélation, parce qu'on a révélé à nous-mêmes de quoi nous sommes capables. Les 5 années à venir, ça va être, mes chers amis, le miracle. Pour les fils et filles de Porto-Novo, Patrice Talon est celui-là qui est venu leur essuyer les larmes, le bâtisseur de la ville capitale. Et leur reconnaissance à son endroit se manifestera dans les urnes par un vote massif, ont-ils promis. Dimanche 28 mars, 3e journée de campagne électorale en vue du 11 avril. Enquête de suffrage et ceux posant en alternative à la gouvernance actuelle, le duo Soumanou Dimba et Paul Rumpé bat le rappel de la troupe. À ce rendez-vous du Rôle des Arts de Cotonou étaient conviés les militants et sympathisants Foscori pour un Bénin émergent des départements de l'Atlantique et du littoral. Lorsque vous êtes candidat à l'élection présidentielle et que vous réussissez à avoir ne serait-ce que le quart des votants des départements du littoral et de l'Atlantique, alors là, la réussite est garantie. Le meeting tenu ce dimanche après-midi a connu la participation des différentes couches socio-professionnelles, à commencer par les femmes des différents marchés de l'Atlantique et du littoral. Nous voulons l'épanouissement des femmes aujourd'hui au Bénin. La souffrance doit finir. Également convié à cette messe politique, conducteur de taxi-moto. En 1985, le général Kérékou a dit quelque chose. Il a dit, si vous êtes prêts, moi aussi je suis prêt. Si le peuple béninois est prêt pour une alternance au pouvoir, les Béninois aussi sont prêts. Enseignants réunis au sein du MORED, Mouvement républicain des enseignants pour la démocratie et le développement. Les réformes qui ont fait que les enseignants ont été humiliés, les enseignants ont été trahis. Nous ferons en sorte, nous allons nous battre derrière le duo pour qu'au soir du 11 avril, que nous changions la donne. Les sages notables et jeunes ont pu entendre de vive voix ce que propose ce duo et qui est décliné dans le document dénommé Consensus. Nous voulons des réformes, mais chaque fois qu'il est nécessaire d'apporter des réformes, nous voulons simplement qu'on accorde un peu de considération à ceux qui
sont susceptibles d'être touchés. Votre futur président de la République vous parle. Notre projet de société met au centre de ses préoccupations l'homme. Nous allons encourager l'autonomisation de la femme. Notre projet de société va œuvrer pour que chaque Béninois trouve ce qu'il faut manger par jour. Aujourd'hui, oui, nous avons les pavés, nous avons le goudron, mais des Béninois ne peuvent pas marcher sur le pavé de goudron le ventre vide. Cotonou donne ici le top de la déferlante verte dans la partie méridionale du Bénin. Le duo Djemba et Rumpé peut également compter sur le soutien officiel et manifeste de l'ancien ministre Alain-François Adiou, dont la présence a été saluée par les militants. La campagne du parti Foscori pour mener émergent se poursuit pour le reste des 2 semaines dans les autres parties du Bénin. Les militants présents au Rôle des Arts ce dimanche se veulent désormais des ambassadeurs de la cause Kori pour une grande participation au scrutin du 11 avril prochain. Docteur Patrick Renou, chose promise, chose due. On a promis aux téléspectateurs, lors de nos derniers échanges, de poursuivre sur la question du rôle et ou de la participation de la société civile à ce processus électoral. Et je vous interrogeais sur justement la non-participation, puisqu'on constate qu'elle se tait plutôt, la société civile. Oui, comme on l'a annoncé la dernière fois, la société civile qui reste un acteur, en principe un acteur du jeu électoral, pas un acteur direct, mais un acteur quand même indirect du jeu électoral, du processus électoral, a en réalité plusieurs fonctions. Vous savez que elle a l'obligation en réalité de jouer sa partition dans l'éducation électorale, par le biais donc de la sensibilisation. Et ensuite, elle devrait quand même se mettre dans le jeu électoral à partir donc de la fonction d'observation. Et l'observation suppose qu'on a plusieurs repères à observer. Il y a une grille de lecture qui puisse rendre compte de l'observation, et nous avons la possibilité, n'est-ce pas, pour la société civile de regarder au plus près, n'est-ce pas, la régularité du processus électoral, une régularité qui dépasse le cadre formel de l'organisation de l'élection à terme échu, et qui s'intéresserait et qui devrait en principe s'intéresser, n'est-ce pas, à la représentativité, à l'observation de la représentativité des différents candidats, et également à l'observation du contentieux électoral, et avant à l'observation du déroulement du scrutin. Ça, c'est une définition de la mission traditionnelle. Est-ce que c'est fait? Est-ce que cette mission est en train d'être accomplie aujourd'hui, quand on observe un peu ce qui se passe? Et pour ce qui est observé jusque-là, la société civile ne s'est pas affirmée comme à l'accoutumée dans le processus électoral du Bénin. Et on a constaté par le passé une présence effective et assez rigoureuse. Mais jusque-là, on voit une société civile un peu atrophiée, un peu amorphe, mais cela se justifie, s'explique tout au moins par ce que j'ai décrit la dernière fois, à savoir que bon nombre d'acteurs de la société civile se sont découverts des talents d'acteurs politiques finalement et ont déserté le forum. Deuxièmement, tout porte à croire que l'intervention de la société civile dans le contexte béninois reste dépendante des ressources financières, en tout cas des partenaires. J'ai l'impression que les organisations de la société civile béninoise n'ont pas reçu le financement, n'ont pas trouvé les ressources pouvant leur permettre d'élaborer un programme conséquent pour être vraiment présente sur le terrain en observant les différentes phases. Elles n'ont pas trouvé, grâce aux yeux de leurs bailleurs traditionnels, de ceux qui les accompagnent? Oui, cela peut s'expliquer par plusieurs raisons. Je n'en sais rien, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais c'est un constat que ces organisations
n'ont pas trouvé peut-être des ressources pouvant leur permettre de peaufiner leur plan d'intervention. Docteur Padonou, en regardant de plus près le processus électoral. Est-ce que vous partagez cette lecture de Docteur Renou, ou sinon, comment appréciez-vous aujourd'hui la participation de la société civile au processus électoral? Merci André, merci de m'inviter sur ce plateau. Je dois dire que je rejoins déjà le constat de la politisation d'un certain nombre d'anciens acteurs de la société civile. Donc on va dire que... Mais c'est un choix assumé, non? Non, absolument. Non, mais je veux dire... Parce que ne pas faire un vœu de absolument. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en termes numériques, c'est qu'il y a une diminution, on va dire, quantitative, donc du nombre d'acteurs. Donc forcément, ça a un impact. Mais il faut quand même saluer, je pense que la société civile est extrêmement organisée aujourd'hui, comme en agissant ensemble au niveau de la plateforme électorale de la société civile. Et je sais que le WANEP est très investi dans la formation d'observateurs, dans la formation à la participation citoyenne. Et c'est quelque chose qui se fait et qui va également donc être mise en œuvre le jour du scrutin, de façon à pouvoir monitorer, y compris les incidents éventuels qui peuvent se produire, et apporter des réponses de façon à avoir un scrutin tout à fait apaisé. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui se fait au niveau de cette plateforme électorale, mais bien entendu, comme en comparaison avec ce qu'on a, avec l'activisme qu'on a eu par le passé, évidemment il y a quelque chose de différent, mais qui s'explique aussi par, non seulement par les éléments apportés par Dr Renou, mais aussi par le fait qu'aujourd'hui, ils agissent ensemble. Les organisations de la société civile agissent de façon concertée dans le cadre de cette plateforme-là. Ce qui fait qu'il y a de moins en moins d'actions éparses. Il y a quelque chose de plus coordonné qui se fait et qui ne donne pas nécessairement la même visibilité, on va dire, médiatique. Par définition, les OSC, ce sont des organisations non gouvernementales qui n'ont pas un rôle direct, formel, dans l'organisation des processus électoraux dans notre pays. Et d'ailleurs, la loi, me semble-t-il, ne leur a pas conféré expressément un rôle à jouer. Pourquoi se plaindre peut-être de leur absence ou non d'un processus électoral? Oh, mais on ne se plaint pas, on ne devrait même pas se plaindre. Il faut dire que, qu'on le veuille ou non, la construction d'un État se repose sur les acteurs directs et des acteurs indirects. Mais il se fait que la société civile, même dans le fonctionnement d'un État normal, a un regard apporté sur le cours des événements. Et le contexte s'y prête bien parce que nous sommes engagés dans un processus électoral qui vise à terme la désignation, si vous voulez, la sélection d'un chef d'État, de celui-là qui va gérer le pouvoir pendant 5 ans. Et vous savez qu'en de pareilles occasions, la campagne électorale se trouve être le cadre formel de marketing politique qui permettent aux différents candidats de mettre sur la table leur projet de société à discuter. La société civile, déjà à ce niveau, a aussi un regard à porter sur les différentes offres des partis politiques et se trouve être un acteur fondamental pouvant accompagner pour voir si à terme, par exemple, les politiques publiques adoptées par les élus sont en adéquation avec les projets de société annoncés et ventilés ça et là pendant la campagne électorale. Et après, la société civile devrait avoir aussi son regard, parce que son regard aide à la bonne gouvernance. La société civile s'inscrit ou devrait s'inscrire dans une perspective de participation citoyenne, au lieu de se limiter au contrôle citoyen de l'action publique. Le contrôle citoyen de l'action publique reviendrait simplement à regarder après coup, donc a posteriori, la mise en œuvre des politiques publiques. Or, la participation citoyenne veut que la société civile soit impliquée directement depuis la conception de ces politiques publiques jusqu'à leur mise en œuvre et bien évidemment jusqu'à leur évaluation. Voilà ce qu'on peut dire et qui rend compte donc du rôle fondamental de la société civile dans un contexte qui est le nôtre. Et la société civile ne doit pas être mise de côté.
la société civile constitue un élément fondamental qui puisse aider à réaliser un contrepoids dans le jeu électoral, dans l'animation de la vie quotidienne par les gouvernants. Alors, docteur Padonou, oui. Oui, André, je voulais juste, sur ce point-là, dire aussi que la société civile, ce ne sont pas seulement les organisations de la société civile comprises comme les ONG, ce sont aussi les autorités religieuses, ce sont aussi les intellectuels, la chefferie traditionnelle. Et il se fait malheureusement que malheureusement ou heureusement, ça dépend, on a une société qui est de plus en plus polarisée politiquement, où la partisanerie politique se développe de plus en plus et donc on a de moins en moins, donc on va dire de voix de la société civile qui émergent, qui sont fortes, qui puissent être écoutées. Ce n'est pas mauvais en soi, mais effectivement je pense que c'est également un facteur explicatif, pas forcément justificatif, mais explicatif de cette influence de la société civile qui est quelque peu en baisse. Cela dit, la plateforme est toujours quand même là, qui active, travaille. Ouais. C'est peut-être parce que ça communique moins qu'on a le sentiment que la société civile est peut-être absente dans ce processus. Moins visible. Moins visible. Je vous l'emprunte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on avait promis et ça a été fait. Docteur Padonou, cette fois-ci, je veux m'intéresser à vous plus particulièrement et vous demander comment vous avez lu les offres politiques des candidats, quel le regard de spécialistes des questions de défense et de sécurité que vous êtes, quelle est votre lecture des différentes offres de ces candidats? Merci beaucoup, de vue sécuritaire André. Militaire, Oui. je veux dire. Absolument, très bien. Déjà, merci de vous intéresser, vous aussi, à cette question-là, qui, de mon point de vue, est d'une grande importance. Et je peux faire un premier constat, le constat suivant lequel aujourd'hui, il y a donc des offres. Les candidats commencent à s'intéresser à ces questions, à la sécurité, à la défense. Évidemment, par le passé, en 2016, on a eu quelques propositions donc, sur ces politiques publiques-là. Mais avant, on n'avait jamais eu parce que, évidemment, vous savez, l'offre politique, c'est aussi une question de demande, c'est-à-dire les politiques, les partis politiques, les candidats s'adaptent, s'ajustent aussi en fonction de ce qui détermine le choix des électeurs. Et pendant longtemps, les électeurs ne se déterminaient pas nécessairement sur les propositions qui leur sont faites dans les domaines de la sécurité et de la défense, mais davantage sur les questions économiques, sur les questions liées à l'emploi, liées au bien-être, on va dire, direct. Mais aujourd'hui, c'est une question, quand on regarde l'environnement régional, les menaces qui pèsent sur la sécurité des citoyens, sur la sécurité des États, c'est une question qui est aujourd'hui déterminante. Et heureusement, on a des propositions des candidats. Le candidat Patrice Talon avec sa colistière, les autres candidats font des propositions, de mon point de vue, qui sont bonnes, mais qui sont encore largement insuffisantes. Oui, il y a d'extraordinaire, puisqu'on sait qu'il y a des lieux communs qu'on lit toujours dans les projets de société, recrutement, formation, équipement, c'est tout. Effectivement, ce n'est pas très différent. En tout cas, sur les propositions qu'on a, elles correspondent à un agrandissement, un élargissement de la couverture sécuritaire du territoire, le maillage du territoire avec la construction d'un certain nombre de commissariats, de casernes et tout ça. Mais bon, cela se traduit par des investissements de l'État. Nous, si vous permettez, dans le cadre de l'Association béninoise d'études stratégiques et de sécurité, on a élaboré un manifeste de 21 propositions sur 3 segments, notamment donc, le renforcement des systèmes de gouvernance de notre secteur de la sécurité et de la défense. On a eu une réforme constitutionnelle il y a quelques mois, 2 années, qui a instauré un organe de coordination et de pilotage de la politique de sécurité qu'on n'avait pas jusque-là, le Conseil national de défense et de sécurité. Et donc, nous, notre première proposition, c'est de faire en sorte que le prochain quinquennat soit le quinquennat d'opérationnalisation de ce conseil-là, et également du Conseil national du renseignement, qui est tout à fait indispensable. On est l'un des seuls pays à ne pas en disposer. Dans le domaine du renseignement, je l'ai indiqué, mais également, on est les seuls pays dans la région également à ne pas avoir une loi de programmation militaire. On n'a pas une programmation de longue durée sur un quinquennat, sur 5 ans, dans le cadre donc, des actions, des acquisitions en termes de matériel que l'État veut consentir pour sa sécurité, pour sa défense, mais également en termes de planification des recrutements. Parce qu'aujourd'hui, la logique qui veut que la planification des dépenses suive la loi de finances annuelle n'est pas toujours pertinente, n'est pas toujours efficace. Parce que pour avoir des résultats dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la défense, il faut pouvoir agir au moins sur le moyen terme, mais au moins ou au mieux sur le long terme. Et c'est la loi de programmation militaire qui permet donc d'avoir ce levier d'action sur la durée. Et je pense que ça fait
partie des propositions qui n'ont pas été faites par les candidats, mais que nous avons mis dans le débat pour que ça puisse inspirer donc, les actions qui seront mises en œuvre prochainement. Mais je pense qu'on peut globalement se réjouir que c'est une question qui aujourd'hui intéresse à la fois les offreurs, les partis politiques, les candidats, et aussi les électeurs qui vont se déterminer donc, en fonction de ces propositions-là. Mais évidemment, ce ne sont pas les enjeux majeurs, mais je pense que c'est une... Dans d'autres pays, on a eu des élections récentes au Niger, en Côte d'Ivoire, où ces questions sont beaucoup plus importantes dans ces pays-là et déterminent le choix des électeurs. La plupart des pays en proie au terrorisme. Exactement. Alors, docteur Renou, comment vous... C'est vrai, j'imagine, quand vous avez pris les offres des candidats, les projets de société, vous ne vous êtes pas tout de suite intéressé aux questions sécuritaires, aux propositions, aux idées sur la sécurité et la défense du territoire. Est-ce que je me trompe? Non, c'est vrai, vous avez parfaitement raison. Mais on a quand même eu une lecture globale des différentes offres et des candidats. Je voudrais réagir sur la question en disant juste deux choses. La première, c'est qu'en partant du postulat que les politiques publiques découlent ou devraient découler des projets de société, on sera suffisamment vigilant pour éviter d'avoir affaire à des politiques publiques de sécurité qui soient des politiques publiques passe-partout. Il faut faire en sorte aujourd'hui que l'on en arrive finalement à une coproduction. Quand on aura gagné l'élection, quand les différents candidats, en tout cas l'un des différents duos aura gagné l'élection, il faut s'échapper à à avoir des politiques publiques de sécurité qui soient des politiques publiques passe-partout et en arriver finalement à la coproduction des politiques publiques de sécurité. Et à terme, faire en sorte aussi que l'on ait des politiques publiques de sécurité qui intègrent à la fois l'échelle nationale et l'échelon local. Faire en sorte qu'il y ait un arrimage nécessaire entre ce qui est adopté à l'échelle nationale et ce qui pourrait être adopté à l'échelon local. Et c'est la confluence de ces deux pôles qui devrait permettre d'assumer et de permettre aux citoyens de vivre dans un espace sécurisé. Parfois, on a le sentiment que ce sont les personnels de l'armée et de la police républicaine, et puis accessoirement les eaux et forêts, peut-être aussi la douane, qui se préoccupent des propositions des candidats dans leurs offres, dans leurs projets. Le citoyen lambda, en tout cas, vous l'avez dit, n'en fait pas une préoccupation majeure, et pourtant, ce sont des enjeux très importants. Alors, par rapport au candidat Patrice Talon, oui, qui s'inscrit dans la continuité et qui a pu annoncer des actions qui constituent la poursuite de ce qu'il a pu faire depuis 5 ans, mais les autres, de façon claire et nette, on ne sent pas que l'on est vraiment préoccupé par cette question-là, docteur Padoun. Oui, je partage votre point de vue, votre constat, c'est un constat. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'on, quelque part, vous savez, la sécurité, c'est un bien collectif, Et les électeurs se déterminent bien souvent, au Bénin, mais aussi ailleurs, se déterminent par rapport aux éléments dont ils ont la jouissance individuelle. La santé, la politique de santé donc de l'État fait que chaque citoyen peut avoir un bénéfice intuitif personnel. Mais la sécurité, nous en avons la jouissance de manière collective. Donc, évidemment, le regard que le citoyen, l'électeur a vis-à-vis de cette question est un peu, on va dire, un regard distant. Cependant, il faut prendre en compte que le premier service public, la première attente que citoyens nous avons vis-à-vis de l'État, c'est l'attente de sécurité. Nous attendons que l'État assure pour nous notre quiétude, assure pour nous la tranquillité, assure pour nous la liberté donc de circuler. C'est un petit souci d'insécurité dans notre quartier. On interpelle tout de suite l'État, le gouvernement. Tout à fait. Parce que c'est le cœur du contrat social, c'est le cœur du contrat républicain. Mais je dis encore une fois, nous sommes dans un processus qui progresse. Nous sommes dans une prise de conscience de l'importance de ces enjeux-là, qui est une prise de conscience qui est croissante, mais qui est encore largement insuffisante. Comme vous l'avez dit déjà, l'ampleur, l'investissement que tous les candidats ont mis dans cette question-là n'est pas le même. On sait, en tout cas pour le quinquennat qui finit,
que le régime, qu'il n'y a pas eu de statu quo, et c'est heureux, il y a eu des choix, il y a eu un certain nombre de réformes, il y a eu un certain nombre de changements, un certain nombre d'adaptations qui ont été faits par rapport à notre outil de défense et de sécurité, qui ont, pour la plupart, porté, de mon point de vue, des fruits qui ont permis d'améliorer notre sécurité. Mais évidemment, nous sommes encore bien loin des attentes des citoyens, bien loin encore, donc par rapport aux enjeux sécuritaires auxquels nous avons à faire face. Je voudrais vous relancer sur un autre aspect de vos propositions. Docteur Renaud ne m'en voudra pas, ne me blâmez pas pour ça, parce que, étant donné que c'est le spécialiste du cru, de ces questions de sécurité et de défense, et je voudrais davantage le faire parler. Dans vos propositions, vous estimez, par exemple, on sait que généralement, pour répondre aux attentes des populations en matière de sécurité, on multiplie les commissariats d'arrondissement, on achète des véhicules, on tente de les équiper du mieux que l'on peut. Et il semble que la nouvelle donne désormais aussi, c'est de multiplier les casernes. On a entendu parler de la création d'une garde nationale désormais au pays pour renforcer les capacités de maintien d'ordre à l'interne. Et vous pensez que ce n'est pas forcément une bonne idée, qu'il faille plutôt équiper et penser, par exemple, à des moyens aériens et que ça pourrait être une solution plus efficace selon vous? Oui, je pense qu'autant pour la sécurité de proximité, pour la police, il est nécessaire d'avoir donc des commissariats près des populations. Autant pour le deuxième niveau, pour les armées, pour moi, ce n'est pas la multiplication du nombre d'unités, le nombre de casernes, surtout des mini-casernes, qui fera la différence, qui améliorera notre capacité de réaction. Nous, au niveau de la baisse, on a regardé dans la région et on a vu, en tout cas en ce qui concerne le Mali, mais d'autres pays du Sahel par exemple, que la logique de multiplication des casernes, des mini-casernes, c'est un élément de vulnérabilité et qu'il faut davantage agir sur la robustesse donc des unités, sur leur réactivité, leur mobilité, donc avec des moyens de déploiement rapide, des hélicoptères et aussi des moyens d'intervention comme des drones par exemple, qui sont aujourd'hui tout à fait indispensables à l'action donc des armées. Et donc nous, au niveau de la baisse, on a dit les propositions des candidats, en tout cas sur cette question-là, cette proposition nous paraît tout à fait discutable et qu'on aurait davantage aimé que l'État investisse dans l'équipement de façon à avoir, on va dire, ce qu'on appelle les surpécamps, des camps bien équipés, des camps avec des effectifs considérables, mais avec une réactivité, une mobilité qui permettent donc de pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Parce que la logique de mini-caserne, ça peut être une logique de vulnérabilité. En tout cas, au Mali, entre 2018 et 2019, ça a montré ses limites, de façon à ce que même l'armée malienne a dû se réadapter en supprimant ces mini-casernes-là pour pouvoir, et au Niger c'est pareil, pour pouvoir avoir des casernes plus grandes, plus importantes, mais plus réactives. Depuis un moment, dans notre pays, on est habitué à la vue de certains équipements militaires, les AML, les Buffalo, j'ai emprunté cette expression à un ancien ministre de la Défense, mais dites, parfois dans le article dissuasif, dans le maintien d'ordre, mais n'est-il pas temps, par exemple, que notre police républicaine puisse disposer d'hélicoptères, ou bien je rêve un peu trop? Non, vous ne rêvez pas un peu trop. Et le problème, en fait, c'est ça. C'est que quand les citoyens voient l'armée en contexte électoral dans la rue, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui plaît. Mais effectivement, la police aurait dû avoir un certain nombre de moyens de maintien de l'ordre adaptés donc à ces contextes électoraux-là et aux menaces qui sont les menaces spécifiques donc des contextes électoraux au Bénin, mais aussi dans d'autres pays. Sauf que nous sommes restés à des équipements classiques de maintien de l'ordre, alors que la nature, l'intensité donc de la menace a largement évolué depuis longtemps. La matraque ne fait plus peur. Ah non, absolument pas. Et la posture, la première, la plus importante, c'est la posture de la dissuasion. Et c'est pour ça que l'autorité publique, dans le souci de garantir la tranquillité publique, de garantir la jouissance de tous les droits par l'ensemble des citoyens, est amenée à agir donc en dissuasion, mais en sortant des équipements militaires. Et évidemment, ça aurait dû être des équipements de la police, mais que la police n'a pas. Malheureusement. On va finir ce plateau, on a complètement épuisé le temps imparti, mais en vous faisant dire un mot rapidement pour finir, les grands enseignements que vous tirez de cette campagne électorale qui va s'achever dans quelques instants. Docteur Renaud. Très rapidement, je voudrais quand même dire qu'en revenant sur la question qui vient d'être posée et répondue donc, par le collègue Patonou, que la sécurité reste un enjeu fondamental et reste consubstantiel même au développement. Vous ne pouvez pas faire développer un État sans la sécurité. Maintenant, pour répondre à votre préoccupation de façon globale,
on peut dire que la réforme adoptée au Bénin, en faisant une lecture du processus électoral, a déblayé en quelque sorte le terrain et a conduit à la réduction numérique, n'est-ce pas, du nombre de candidatures, et que deuxièmement, il y a un paysage qui s'est éclairci, mais pas sans coup féri, parce que dans le même temps, cela a créé, cela a bousculé un peu les habitudes, il y a eu des mécontents. Et donc, on aura constaté également que la campagne électorale a permis aux différents duos d'aller au contact des citoyens et de vendre leurs projets de société. Et de la même façon, il y a des projets de société qui sont bien élaborés, il y en a d'autres qui sont un peu moins élaborés. Cela est dû à la spontanéité de certaines candidatures. Nous avons constaté également qu'il y a eu quelques cas de violence signalés ça et là, et que cela ouvre une perspective en termes donc, de dialogue après l'élection, et faire en soi les filles du pays, et faire en sorte que le linge sale se lave en famille, et que nous redorions, n'est-ce pas, au pays le blason de ses habitudes en termes d'animation démocratique. Et pour finir, je dirais que nous avons l'obligation de faire en sorte que nous sortions de cette élection, et qui, en principe, devrait être organisée en toute quiétude, que nous sortions donc de cette élection en ayant le cœur net que nous avons rempli notre devoir. Et donc, voilà ce que je peux dire. Et prendre rendez-vous avec ceux qui seront élus aussi, et pour voir si tout ce qu'ils ont dit sera réalisé. Et attirer par la même occasion leur attention sur le fait qu'il y a nécessité de remettre encore au goût du jour les différents projets de société, créer une forme de mutation, donc faire en sorte que ces projets-là se muent finalement en politique publique, et à cette occasion faire asseoir ceux-là qui sont des sachants, pour ne pas que tout ce qui a été dit là revienne de façon crue, hein, et qu'il y ait un filtre qui puisse favoriser le décollage économique du Bénin et faire en sorte que le développement soit une réalité dans notre pays. On sort d'une campagne électorale assez inhabituelle parce qu'animée par 3 candidats. C'est vrai, personnellement, je n'aime pas trop l'expression duo, parce que c'est un seul individu qui dirige le pays, même s'il y a un vice-président. Ça va prendre fin dans quelques instants, la campagne électorale. Docteur Padono, en quelques secondes, dites-nous les enseignements que vous en tirez. Merci André. Je n'étais pas présent les premiers jours de campagne, mais pour ce que j'ai vu les 4 derniers jours, je pense qu'il y a une relative ferveur, malgré évidemment le nombre de candidats qui est moindre que d'habitude. Je constate aussi que la débauche d'argent à laquelle on a l'habitude d'assister est moins, voilà, il y a moins d'argent dans la campagne, et quelque part c'est mieux, moins il y a d'argent. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, vous savez, non, ça dépend pour les acteurs politiques. Ça dépend pour qui. A priori, moins il y a d'argent, plus il devrait y avoir de débat. Mais je dois aussi regretter évidemment les violences dans certaines localités qui ont émaillé cette campagne-là, et comme Patrick Renou, espérer que les Béninois retrouvent le chemin du dialogue, retrouvent le chemin du compromis et du consensus, pour que le pays continue, bien entendu, sa marche vers le développement, vers le progrès économique et social. Docteur Padono, politologue, spécialiste des questions de défense et de sécurité. Il était avec Dr Patrick Renou, politiste. Merci beaucoup. Merci de nous avoir gratifié de vos analyses si pertinentes. J'espère vous retrouver le dimanche prochain, le jour du scrutin, jusqu'à la nuit électorale. Pourquoi pas? Je vous souhaite pour l'instant une bonne suite de soirée. Je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, le face-à-face devait mettre aux prises les représentants des 3 candidats. Finalement, nous n'en aurons que
2. Il s'agit de Maître Alain Oronla, représentant du candidat Patrice Talon et sa colistière Talata Zimé, et puis Monsieur Adjovi Honora, directeur de cabinet du duo de candidats Corentin Koroué René à Gossa, le représentant du duo de candidats Alassane Soumanou Djemba et Paul Rompé n'a pas pu effectuer le déplacement. Il s'agit de M. Salomon Ojo qui a donc été désigné pour prendre part à ce face-à-face. Nous sommes battus pour vous offrir, chers amis téléspectateurs, un contradictoire, un tout dernier avant la fin de cette campagne électorale. En tout cas, ça va se faire entre les deux représentants des candidats sur ce plateau. Chers invités, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai retenu que nous parlions de quelques volets des différents projets de société de vos candidats. Il s'agit notamment du volet politique, la gouvernance locale, l'éducation et également le social. Nous en aurons pour juste une demi-heure compte tenu des contraintes de temps. N'oubliez pas, nous sommes en fin de campagne électorale et nous devons faire le point de cette campagne avant minuit pour ne pas tomber sous la disposition du code électoral. Je vais commencer par vous, Maître Alain Oronla. Vous défendez le candidat, vous soutenez le candidat Patrice Talon. Vous en êtes le représentant sur ce plateau qui propose la continuité de son action à la tête du pays au plan politique. Patrice Talon avait annoncé un certain nombre de réformes politiques et institutionnelles. Il en a engagé pas mal, notamment au nombre de ces réformes engagées, la réforme du système partisan. Nous allons aujourd'hui à l'élection présidentielle, Maître Alain Oronla, avec Patrice Talon candidat sous une bannière dite dynamique Talon, colistière Talata Zimé, mais le bulletin, le logo du candidat, c'est le soleil sur fond bleu, celui du candidat de 2016, mais cette fois-ci porté par une série de partis politiques. N'est-ce pas un échec de cette réforme du système partisan? Merci André. Je salue M. Honora Adjovi pour sa présence. Je déplore l'absence de notre troisième contradicteur qui démontre de cette manière que sa formation politique ou que ses candidats ne sont pas encore prêts à assumer le débat public. Il n'est pas sur le plateau pour vous donner le charge. On va peut-être pas trop parler de lui. Il a été invité. Et aller à l'essentiel. Je sais pourquoi je le dis, pour qu'on ne nous dise pas que c'est un débat non inclusif, comme on a pu nous accuser d'autre chose. Mais ceci étant, ça devient là pour vous donner le charge. Je me satisfais de cela. Ça veut dire qu'il y a un véritable contradictoire et nous allons faire avec. Échec du système partisan, non. C'est dans la droite logique des réformes qui ont été opérées et qui n'ont pas imposé aux candidats qui demeurent des individus et qui vont à la rencontre de leur peuple. L'élection présidentielle, dans notre réforme, dans notre schéma, c'est toujours une aventure, des propositions entre un homme et cette fois-ci un duo de candidats avec le peuple béninois et en renfort les partis politiques. Il y en a qui ont décidé de soutenir l'action du gouvernement et de soutenir la candidature de Patrice Talon et de Mariam Talata. C'est pour ça que vous avez leur présence. Aussi bien dans les documents de campagne que dans la logistique qui a été déployée pour mener cette campagne. Ces partis politiques sont bien présents. Mais ils ne doivent pas l'être au point d'étouffer le candidat qui est individuel, qui est autonome et qui déroule son programme, qui propose son programme tant au parti qu'aux Béninois. Donc, il n'y a aucune raison de penser qu'on est arrivé à la limite du système partisan qui fonctionne très bien, qui demande à être amélioré. La réforme n'avait-elle pas pour objectif de faire en sorte que les partis politiques suscitent, secrètent des candidatures, des projets de société qu'ils portent, plutôt que d'être nombreux à soutenir un autre qui n'est même pas membre de l'un quelconque de ces partis politiques? Non, vous n'avez pas bien compris. Les partis politiques ont été renforcés pour animer la vie politique, pas forcément pour dégager un candidat. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez parlé de projet de société. Nous, on a un programme qui a été exécuté et un programme quinquennal à venir. Ce programme a été élaboré en collaboration avec les chefs de parti, avec les partis qui soutiennent l'action du président de la République. C'est ça la contribution des partis politiques. Mais il ne faut pas substituer les candidats, les partis aux candidats. Il y a une collaboration, il y a une coopération et ce n'est pas ce schéma qui empêche le système partisan de fonctionner, un système partisan qui continue
l'animation de la vie politique en toutes circonstances, avant, pendant et après l'élection. Monsieur Honora Adjovi, directeur de campagne, excusez-moi, du candidat Corentin Korkwe Colostier René à Agossa, vous autres, vous proposez au plan politique aux Béninois de vous offrir le suffrage, un mandat, juste pour aller organiser une conférence nationale bis, un référendum et puis s'en aller. Quel est le sérieux de cette proposition? Je vous remercie encore une fois pour l'invitation que vous me faites. Et non, c'est trop lapidaire ce que vous dites. Et entre autres, il y a ces éléments. Et un État, ça se gère. Mais il y a des points aujourd'hui qui choquent. Et ces points qui choquent, et on voudrait quand même revenir là-dessus. Il y a eu des réformes. Et ces réformes sont des réformes à sens unique. Ces réformes seront réformées. Oui, si nous arrivons au pouvoir, les réformes entreprises seront réformées. Le système partisan, c'est un échec cuisant. Le système partisan, on en parlait depuis bien avant l'avènement du président Patrice Talon. Et beaucoup de cadres béninois ont travaillé sur cette réforme du système partisan. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faudrait que ce soit les partis qui secrètent les candidatures, que nous ayons des partis plus claniques, qu'on n'ait plus de partis claniques, que nous ayons des partis véritablement forts et suffisamment représentés au plan national. C'est cela qui a été décidé. Ce n'est pas la camisole de force qu'on nous impose aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une sorte de camisole de force. Et ça, ce n'est pas bien. Alors, il doit avoir la liberté. Ce que vous dénoncez, vous semblez dénoncer, ne vous a-t-il pas aussi profité, puisque vous êtes candidat, vous défendez des candidats qui ne sont pas désignés par leur parti politique, qui aujourd'hui ne sont pas soutenus par un parti politique. Non, pas à la force des choses. Par la force des choses. Et le duo que nous accompagnons, et comme il le dit souvent, c'est le candidat de la surprise. Et ils étaient donc dans un parti, et on l'a imposé, et ils étaient dans un parti, et le jeu de la rétention des parrainages a fait que certains ont pu l'avoir, d'autres ne l'ont pas. Donc c'est une histoire vraiment gênante, mais dans le groupe, il y avait quand même une scission, je vous l'ai dit il y a plusieurs fois. Il y avait des gens qui voulaient vraiment aller aux élections, il y avait des gens qui traînaient encore les pas, et ceux qui voulaient aller aux élections, et lorsqu'ils ont eu le parrainage, et ils ont continué. Et on fera en sorte de gagner le cœur des Béninois, de gagner ces élections et montrer aux Béninois qu'on peut gouverner autrement. Alain Orunla, que proposez-vous, que propose le candidat Patrice Talon pour améliorer cette réforme du système partisan pour que, à la prochaine élection présidentielle, nous n'assistons pas à des candidatures non issues des partis politiques et parfois même des candidats de gens suspendus par des partis politiques? Je me réjouis déjà de ce que M. Adjovi ait reconnu que cette réforme du système partisan était voulue par la majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité des acteurs politiques de ce pays. Je me réjouis également de ce qui est à l'origine, ce qui est le ferment de cette réforme, c'est la représentativité des partis politiques. Et ce n'est que ça qui a été contenu dans la réforme du système partisan. Parce qu'en réalité, quelle est la révolution qui a été opérée? Nous sommes tous partis des nombreux constats d'échec, de l'incapacité des micro-partis qui ont proliféré au lendemain de la conférence nationale dite des forces vives de la nation, où nous avons des clubs électoraux claniques, familiaux. Oui. Il y a même des familles dans lesquelles il y a 2-3 partis politiques. Nous sommes d'accord qu'il ne s'agit pas de partis représentatifs. Le principal critère qui a été bougé, l'innovation, c'est d'augmenter le nombre de membres fondateurs.
Il a suffi de fixer 15 petits membres fondateurs par commune pour permettre à ces partis d'être représentés sur toute l'étendue du territoire et à ces partis d'être représentatifs. Quand on parle de réforme du système partisan, c'est ça la principale innovation. Cela veut dire que si une formation politique aujourd'hui n'est pas capable de se constituer à partir de 15 membres par commune, ce parti reconnaît qu'il n'est pas en mesure de participer efficacement aux questions, aux enjeux nationaux. Comment peut-on sonner l'échec ou contredire les effets positifs d'une telle réforme qui ne vise qu'à rendre les partis politiques représentatifs? Il faut déjà reconnaître cet effort et savoir que nous avons le mérite de rationaliser le paysage politique avant de voir ce qu'on peut encore apporter comme amélioration. Nous sommes dans un débat présidentiel ou dans un processus où les partis politiques ne jouent pas les premiers rôles. Ils servent à la limite, ils jouent par la limite le rôle de faire valoir parce que ce n'est pas eux, à l'exception peut-être de Force Corée pour un Bénin émergent, qui a directement un parti politique, M. Adjofi. Bien, c'est vrai que les candidats ne sont pas forcément issus d'un parti politique. Le FCBE, c'est quand même un parti politique qui a proposé le duo. Je crois que c'est la même chose du côté présidentiel. Je crois que c'est le BR, l'un des partis jumeaux du chef de l'État. Mais il faut dire que le malaise est né depuis les législatives, où des partis comme le FCBE devraient aller aux élections, et les partis comme les démocrates devaient aller aux élections, et on a sorti comme par prestigitation un soi-disant certificat de conformité. C'est de la fraude à la loi. Et c'est les partisans du chef de l'État qui ont concocté cette fraude à la loi et qui ont conduit à tous les malaises que nous vivons jusqu'à ce jour. Et Maître Roland le sait très bien, la fraude corrompt tout. La fraude corrompt tout et nous sommes dans un système corrompu, malheureusement. Comment vous réagissez à ces propos? C'est un magistrat qui parle et vous êtes avocat. Comment vous défendez votre client, Maître? Non, mon client ne peut fraude à la loi. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de corporatisme. Nous sommes sur un terrain politique et chacun va de ses arguments. Je me réjouis. Je ne fais que me réjouir de ce que, convaincu de ce que la réforme, les innovations apportées sont pour la représentativité du parti, que mon contradicteur ait songé à maquiller l'irresponsabilité de certains dirigeants politiques, de certains acteurs politiques qui ont vu venir avec beaucoup d'appréhension cette réforme, qui n'ont pas voulu s'y conformer et qui ont tout mis en œuvre pour le mettre en échec. Malheureusement pour eux, en vain, et heureusement pour notre République. Quand on a parlé de réforme du système partisan, ça ne veut pas forcément dire que c'est le parti qui va désigner le président de la République. Quoique ceux qui soutiennent l'action du gouvernement ont été les premiers à identifier qui serait leur candidat. Et dire que les candidats ne sont pas membres de ces formations politiques ou pas, c'est une spéculation. On n'en avait pas la preuve, on ne savait pas s'ils étaient membres ou pas. Mais le plus important, c'est qu'on a voulu que les partis politiques filtrent les candidatures. C'est ça l'objectif principal et c'est ça qui s'est traduit. À travers le parrainage. C'est ça qui s'est traduit par le parrainage qui a été concédé par des acteurs politiques à tous ceux qui sont aujourd'hui candidats. Donc je pense que nous sommes sur la même longueur d'onde, que nous sommes en phase sur cette question. Maintenant, lorsqu'on parle de fraude, il n'y a pas eu de fraude. Il y a eu un système auquel certains acteurs politiques se sont opposés. Et je voudrais rappeler aimablement à M. Adjofi que FCBE, ce n'était pas un parti politique. C'était une coalition, une alliance de mouvements et de personnalités hétéroclites. Et que c'est grâce à cette réforme du système partisan que FCBE s'est mué en parti politique. Seulement que je note que ces dirigeants, dont certains se disent opposants et en exil, ont voulu plomber la réforme et ont appelé leurs militants et leurs sympathisants
à ne pas participer au processus électoral de 2019. Non, je ne D'où crois leur, pas. bien sûr, il y en a beaucoup qui ont appelé au boycott. Ils ont même terrorisé les électeurs en leur disant qu'ils seront vitriolés, qu'ils seront gazés. Et ce qui a changé, c'est que la gouvernance, Patrice Talon, qui n'est pas une gouvernance de demi-mesure, a tenu bon dans l'intérêt du pays et on est allé aux élections. Aujourd'hui, ils clament leur absence au Parlement pour vouloir justifier que cette réforme n'est pas bonne. Elle est bonne. Tous les acteurs n'en ont pas compris le sens. Tous les acteurs n'ont pas voulu jouer leur partition. Mais le Bénin est éternel. Nous avons des années, des décennies, voire des siècles pour améliorer. Pour vous résumer, je voudrais m'inscrire en faux contre ces affirmations. Oui. Le certificat de conformité a été l'épée, la glaive brandie pour empêcher les autres partis de compétir. Ne nous voilons pas la face. Le certificat de conformité brandi par le ministère de l'Intérieur et accepté par la Sénat et également accepté par la Cour constitutionnelle. C'est pas normal. Les partis politiques ont quand même fini par se conformer. On finit par l'obtenir, oui, mais le jeu était déjà fait. Le crime était déjà fait. Ça veut dire qu'ils auraient pu se donner les moyens de l'obtenir, non? Le crime était déjà commis. Donc, alors, on va évoluer dans cette discussion. Je retiens que le candidat Patrice Talon poursuivra dans la lancée de ces réformes de système partisan et que vous restez accroché donc à votre idée d'organiser une transition, de réformer ces réformes. Absolument. Je reprends vos propos. On va parler rapidement de la gouvernance locale avant d'aller à l'éducation. Monsieur Adjovi, Honorable Adjovi, que propose le candidat Corentin Kokwe, dont vous êtes le directeur de campagne, pour améliorer la gouvernance locale dans notre pays? Vous le constatez bien que la décentralisation est devenue plutôt une véritable concentration. Les maires ne sont plus élus, ils sont désignés. Et lorsque le maire est désigné, il faut dire que le problème de la décentralisation est complètement biaisé. Les maires sont désignés, donc les gens n'ont plus de politique concernant leur région. Or, la décentralisation devrait permettre à chaque région de se développer par rapport à ses atouts. Ce qui n'est pas le cas. Tout est donc décidé de là-haut. On décide de qui peut gérer la commune et on lui donne les moyens en conséquence. C'est bien dommage que ce soit ainsi. Mais une région où on fait de l'anacarde, permettez aux maires, à ses conseillers de se saisir des richesses de la zone, de voir comment ils peuvent développer l'anacarde dans leur région, mais que ce ne soit pas l'État qui régente tout. Et qu'est-ce que vous proposez, vous, face à ce constat que vous faites? D'abord, il y aura une décentralisation véritable. On n'arrêtera pas le match en cours du jeu pour changer les règles. Les maires seront élus en bonne et due forme, selon l'ancienne formule. Ce qui marche, pourquoi change-t-on en cours de route ce qui marche? Non. La seule chose... Vous estimez que l'ancienne formule marchait? La seule chose qui manquait, c'est le transfert de compétences. On n'a pas transféré aux maires suffisamment de moyens pour qu'ils puissent faire la politique locale. Et c'est cela qui constituait le biais. Mais si le duo Kowe-Agossa arrive, mais ça sera fait. Le transfert des compétences. Ça sera fait. Maître Alain Ronla, l'une des évolutions de la décentralisation sous la gouvernance Patrice Talon, c'est cette désignation des maires au terme des dernières élections municipales et communales, considérée par certains observateurs, il a dit tout à l'heure, comme un recul. Qu'est-ce que le candidat Patrice Talon et sa colistière Telata proposent aujourd'hui pour améliorer la gouvernance locale, la rendre plus efficace et plus vertueuse en vue d'un transfert effectif des compétences? Je voudrais vous rappeler que la question de la décentralisation qui ne se décrète pas pose problème depuis l'élection du président Soglo. Je crois savoir... Comme maire de Cotonou, vous voulez dire? Non, comme président de la République, qui devait mettre en œuvre cette décentralisation, qui, pour des raisons qu'il est seul à savoir, et nous savons qu'il y a beaucoup de contraintes, n'a pas pu le faire et qui n'a réclamé la décentralisation que quand il s'est retrouvé autorité décentralisée, c'est-à-dire maire de Cotonou. Le président Kérékou, pendant
les 2 mandats, n'a pas pu régler ce problème. Le président Yahya Boni, pendant ces 2 mandats, n'a pas pu régler ce problème. Ce n'est pas à Patrice Talon de résoudre tous les problèmes en 5 ans. Cependant que des décisions courageuses ont été prises en la matière. La première, c'était déjà la fixation des chefs-lieux. Vous me direz que ce n'est que symbolique, mais ce n'est pas rien. La décentralisation, ce n'est pas seulement le transfert de compétences et de ressources. Il y a d'abord la collecte des ressources. Et avant qu'il y ait collecte et donc gestion des ressources, il faut que nous ayons, et c'est ça la principale innovation de la gouvernance de Patrice Talon, renouer, si tant est que nous n'avons jamais connu ce principe, celui de la promotion de la bonne gouvernance. Car si vous transférez les compétences et les ressources, qui sont d'ailleurs très difficiles à collecter, à des autorités qui n'observent pas la bonne gouvernance, la corruption changera tout simplement d'étage. Le gaspillage changera d'étage. Donc, il y a un problème global à résoudre, celui de la bonne gouvernance. Et vous pensez qu'il y a bonne gouvernance actuellement? Patientez. Celui de la bonne gouvernance. Cela a été fait. Le deuxième principe, toujours dans le cadre de cette bonne gouvernance, puisque vous parlez de maire désigné, comment voulez-vous qu'il y ait une gestion isolée de chaque commune? C'est-à-dire que comme, on va dire par exemple, Dassa a un peu de cajou, on laisse au potentat local la gestion de ce cajou, alors qu'au Nigbolo, où on peut avoir du ciment, a des besoins qu'on peut compenser, qu'on doit d'abord centraliser pour bien équilibrer les choses. C'est pour ça que la réforme du système partisan et ce qui l'a accompagné, à savoir la rationalisation, un parti politique capable de désigner des maires au nord, au sud comme au centre, pour que tout le monde soit au même niveau d'information et savoir quelle cohérence il y a entre ces différentes politiques. C'est d'abord ça. Ça aussi, c'est un préalable qui permet une meilleure gestion de nos communes, de nos localités dans un ensemble. Et de mettre de côté ceux qui, parce qu'ils ont un parti local, font tout pour s'emparer de cette localité et gèrent cette localité sans se soucier des autres impératifs que nous avons sur l'étendue du territoire. Donc, c'est vers une rationalisation, une compréhension des différentes notions et une harmonie dans les politiques nationales et régionales. C'est à cela que nous devons parvenir avant de réclamer un transfert de compétences et surtout de moyens. La rationalisation signifie concentration. C'est bien ça ce que nous déplorons. C'est pas cela. La rationalisation, ça veut dire qu'il faut qu'on mette chacun à sa place pour que les partitions soient bien jouées. Et non, donc c'est ce qui a fait. C'est pensé de là-haut. Non, une minute. Mais voilà une situation qu'on a trouvée. Je ne comprends pas cette virulence sur le président Patrice Talon, qui ne gère que depuis 5 ans et qui doit résoudre tous les problèmes qui ont pu échapper à ses prédécesseurs. Il n'y a aucune virulence. Oui, l'État, on assume ce passif et on met de l'ordre. Si on ne fait pas cette promotion de bonne gouvernance, parce que c'est ça qui a changé fondamentalement, c'est-à-dire une planification, il ne s'agit plus de décréter des choses sans contenu. Donc ces efforts ont été faits, des efforts de formation, et c'est ces efforts qui vont être poursuivis dans les 5 années à venir par d'abord le renforcement des capacités, la redéfinition des pouvoirs et des compétences à transférer. Est-ce que vous imaginez que le maire de Sémékodi, par exemple, puisse disposer, et je me demande où est-ce qu'il va les trouver, de moyens pour asphalter ses mains, pour tracer la route inter-État Porto Novo, Cotonou, ses mains, Porto Novo. Il y a les projets d'État, il y a les projets communaux. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il y a les projets d'État, les projets communaux. Nous aimons les concepts fumeux. Il faut regarder les contenus. Il faut donc, on n'est pas un État fédéral, on n'est que 11 millions d'habitants et on a hérité d'une longue tradition d'État central. J'aime bien votre verbe, mais vous êtes en plein dans la concentration du pouvoir. Non, ce n'est pas ça. On va évoluer dans notre... Vous êtes en plein dans la concentration du pouvoir. Non, et c'est ça qui retarde la décentralisation. C'est la situation. Sinon, on ne pourra pas parler Nous sommes tous pour la décentralisation et la déconcentration, mais ça ne se décrète pas. Ce n'est pas en un an que vous allez transformer un chamelier en pilote de ligne. Mais en reculant, on n'avance pas. Alors, sur le plan de l'éducation, Alain Oronla, le candidat Patrice Talon propose une transformation de l'éducation nationale, et notamment en donnant la primeur à l'enseignement technique et la formation professionnelle. Parce que nous avons un système éducatif qui, comme dans d'autres domaines, est en échec. Le taux de chômage
parce que les apprenants ne sont pas formés à un métier. C'est ce que mon candidat a qualifié de bavardage. Ceux-ci donc, parce qu'ils ne sont pas bien formés ou parce qu'ils ne sont pas préparés aux emplois, ils ne trouvent pas du travail, ils ne permettent pas l'industrialisation du pays, puisque aucun investisseur ne viendra dans notre pays s'il n'y a pas de main-d'œuvre qualifiée. Donc, on a fort opportunément trouvé le moyen de réorienter notre éducation et de l'adresser vers la formation à un emploi. C'est pour cela que le duo Talon-Talata propose, lorsqu'il sera confirmé, lorsqu'il sera élu, que sur 100 élèves, sur 100 apprenants sortant de notre système éducatif, 70 soient formés à un métier et orientés vers l'enseignement technique et professionnel pour pouvoir occuper des emplois qui vont être proposés, offerts par les efforts que nous faisons pour dynamiser l'agriculture. Donc, il faut des ingénieurs, il faut des encadreurs, il faut des gens qui sachent travailler la terre, que ce soit en production animale ou végétale. Nous allons former les enfants au métier du tourisme, qui est notre pilier de notre développement, au métier de la restauration, de l'hébergement, des métiers de référence comme le numérique, l'électricité, l'ingénierie. Bref, donc très concrètement, on propose la création et la construction d'une centaine de lycées techniques au cours du quinquennat à venir, mais dès 2023, 30 lycées techniques agricoles seront construits et on va y envoyer nos enfants, 7 écoles de formation au métier de référence et la réhabilitation de nos lycées techniques, 17 qui ne sont lycées techniques que de nom, puisque le matériel pour que les enfants puissent s'exercer est totalement obsolète. On a même qualifié ces lycées de musées. Alors, on va les réhabiliter, les équiper pour que les enfants apprennent ce qui est moderne aujourd'hui, puissent avoir un métier et qu'ils soient recherchés par l'emploi plutôt que d'être à la recherche éternelle et vaine d'emploi. Monsieur Adjovi, quelles sont les grandes innovations que propose le candidat sur ce point, dans l'éducation? nous rejoignons. J'ai eu l'impression que le ministre ne fait que plagier le projet du duo Koroui et Agossa. Mais ce que je déplore, c'est qu'ils ont eu 5 ans pour le faire. Et maintenant, ils demandent à redoubler. Non, nous n'allons pas permettre aux Béninois que Patrice Talon redouble la classe. Nous voulons des gens qui avancent. C'est vrai, et l'adéquation formation-emploi pose problème. Et sur ce plan, on est, par rapport à tout ce que vient de dire le ministre, nous sommes en phase. Vous êtes aussi en phase quand le candidat Patrice Talon propose d'évaluer les enseignants du supérieur, de les challenger désormais. Là, c'est la catastrophe. Pourquoi? C'est des gens quand même qui sont... on va les évaluer par qui? Par leurs apprenants. Alors vous pensez que les enseignants du supérieur sont inamovibles, intouchables? Ils ne sont pas inamovibles quand même. Excusez du peu, c'est une injure grave à l'intelligentsia. C'est vrai. Ceux qui sont pas allés loin dans les études voient toujours, et ceux qui sont allés beaucoup plus loin, de mauvais œil. Vous pensez que c'est un complexe? C'est un complexe. Alors quelle est donc cette idée, Maître Oronla, d'évaluer les enseignants du supérieur, peut-être même aussi parfois par leurs étudiants, et puis ça fait lever en tout cas, il y a beaucoup de réactions, beaucoup de polémiques autour de cette idée du candidat Patrice Talon. Ça me permet d'enchaîner avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous avons des lycées techniques où sont présents des moteurs, par exemple en mécanique, des moteurs à injection, non, à carburation, alors qu'aujourd'hui, c'est injection et c'est même électrique. Oui. Donc ceux qui sont restés dans ces connaissances archaïques, qui n'ont pas évolué, ne sont plus aptes à faire face aux défis d'aujourd'hui. Et il n'y a rien de perpétuel si ce n'est le mouvement. Je pense que tout intellectuel, tout sachant, devrait comprendre ce principe et accepter d'être renforcé. C'est ce qu'on appelle le renforcement de capacité. Non, le renforcement de capacité n'a rien à voir avec l'évaluation. Patientez, s'il vous plaît. C'est péjoratif, ce que vous dites là. Ce que je dis n'est pas péjoratif. Nous sommes tous des sachants, monsieur Adjovi. Vous savez que ce que nous avons appris il y a 10 ans
est dépassé aujourd'hui. Absolument. Donc, il faut qu'on se forme. On se renouvelle. Qu'on se renouvelle. Vous avez des médecins qui ont une manière, ou des chirurgiens qui ont des manières d'opérer d'il y a 15 ans. S'ils restent sur ces acquis, s'ils dorment sur leur laurier, ils mettent en danger les patients aujourd'hui. C'est valable pour tout le monde. C'est valable en politique, c'est valable dans tous les corps de métier. Donc, dire qu'on va mettre en place un système d'évaluation pour que les universitaires, les grands sachants se remettent en cause et se renouvellent, ce n'est pas l'expression d'un complexe, au contraire, c'est l'expression d'une recherche de l'amélioration des performances. Mais dans ces conditions, il faut changer de vocable. Il faut changer de vocable. Il faut peut-être dire renforcement des capacités. Oui, mais le renforcement des capacités, mais sans une évaluation... On va finir sur le social. Ça. Je dis, il ne faut pas être chatouilleux sur les mots. Je pense que ceux qui sont concernés, et c'est avec eux que le travail se fera. Il s'agit on va finir sur le social, M. Adovi. Sont d'accord. Oui, avant d'arriver sur le social, je veux dire que les Béninois ont démontré partout dans le monde qu'ils étaient les meilleurs, même dans les universités européennes. Où ils sont évalués en permanence. Non, pas forcément, c'est comme ça que ça se passe ailleurs. Non, c'est pas comme vous le dites, ou comme on l'a fait avec les enseignants du primaire, du secondaire, c'était la catastrophe. C'est la catastrophe. Alors, pour revenir au volet social. Sur le social, que propose Corentin Koroué pour notre épanouissement, pour améliorer la vie, la qualité de vie des citoyens béninois? Aujourd'hui, le panier de la ménagère est vide. L'école est en déshérence. La santé, tout est en ruine pratiquement. Et c'est vrai que le social capte beaucoup capte beaucoup du budget et que les hommes d'affaires, eux, c'est surtout ce qui rapporte tout de suite qui est leur credo. Et c'est peut-être cela qui a fait que le choix du social n'a pas été fait. Mais je dis et je redis que les microfinances aux femmes devraient être renforcées. On ne devrait pas s'amuser à casser leurs petites baraques et leurs petits commerces. On devrait plutôt les renforcer, les accompagner pour que ces gens puissent connaître de l'amélioration dans leur vie. Tout à l'heure, monsieur le ministre parlait des gens à former. On ne va pas former les gens pour les laisser à la maison. Lorsque vous formez des techniciens agricoles, il faut pouvoir les accompagner avec des fonds pour qu'ils puissent s'installer, produire et rentabiliser. Dans tous les secteurs, les métiers, la menuiserie, il faut pouvoir accompagner tous ceux-là qui doivent être formés. Il faut les accompagner financièrement. Donc, il faut mettre, à défaut de mettre en place une banque spécialisée, il faut mettre des lignes de crédit, que ce soit au niveau de la banque ou au niveau du trésor. Et le FNPEJ, en fait, toutes ces structures d'accompagnement, il faut qu'on puisse accompagner les jeunes qui sortent à des taux réduits ou à des taux zéro. C'est ça, c'est le financement. Le financement qui pose problème. La formation, puis après le financement. Si les gens n'ont pas de financement, ils auront beau. Mais Maître Ronla, le social ne fut pas le point fort du bilan du candidat Patrice Talon après son premier quinquennat. Il en est tellement conscient, ma foi, qu'il pense que si les Béninois lui accordent un second mandat, ce sera celui du social. Mais comment, qu'est-ce qu'il propose concrètement pour améliorer la situation sur ce plan? Je n'ai pas la même compréhension que vous de ce que propose le candidat Patrice Talon pour son second quinquennat, de la même manière que je n'ai pas la même conception, ce que je partage avec mon président, la même conception du social. Le social, ce n'est pas trouver de l'argent dans les caisses de l'État et le distribuer. Le social, ce n'est pas l'entretien de la misère, de la pauvreté, de la précarité. Le social, c'est tout ce qui est mis en œuvre pour améliorer les conditions de vie des Béninois. Et ce social passe d'abord par régler le problème de l'électricité qui, quand même, contribue à de meilleures conditions de vie et qui est un préalable important pour
la promotion de l'industrie, la création d'entreprises qui permettent d'offrir des emplois et que chaque Béninois puisse se prendre en charge. Le social, c'est les infrastructures routières qui non seulement améliorent le confort des Béninois, ils vivent dans de bonnes conditions, permet également l'écoulement des produits qu'on aura fabriqués qui seraient sortis de nos champs et qui auraient été transformés. Tout le gouvernement en fait. Le social, écoutez, aucun gouvernement... Tous les gouvernements en ont fait. En tout cas, ce n'est pas le problème. Je m'explique sur le social. Le social, c'est de pouvoir offrir de vrais hôpitaux équipés avec des personnels compétents, adéquats pour des offres de soins à nos patients qui malheureusement seraient malades. Le social, c'est tout cela. Maintenant, si nous voulons rivaliser... Aujourd'hui, on constate tous, c'est l'échec. Si nous voulons... Le CNH aujourd'hui un mot pas. Les routes... Je vous ai entendu tout à l'heure dresser le bilan de ce qui a été trouvé en 2016. Les choses ont évolué. Depuis lors, les Béninois en sont contents. Le social, c'est l'électrification et le social, c'est la création d'emplois. Donc, tout ce qu'on fait pour booster la filière agricole, la filière du tourisme, pour que nous puissions avoir du travail à offrir aux jeunes. Le social... Monsieur le ministre, le maïs coûte aujourd'hui 400 francs la mesure. C'est le financement des activités économiques... Le gari coûte 400 francs la mesure. Les activités économiques que propose le duo Talon-Talata. Nous avons des artisans diplômés qui sont libérés, comme on dit, maçons, électriciens, plombiers, qui malheureusement ne peuvent pas s'épanouir ou contribuer au plein essor de notre économie parce qu'ils n'ont pas accès au crédit. Eh bien, nous leur proposons cet accès au crédit, faciliter cet accès au crédit par différents mécanismes que vous partagez avec nous pour qu'ils puissent vivre de leur emploi, contribuer au PNB, améliorer leurs conditions de vie. C'est plus que du social. Le gari coûtera moins cher bientôt. Les choses évoluent. L'essentiel, c'est de donner les moyens, les ressources à chacun de nous et, bien sûr, travailler à baisser le coût des produits. Alors, on l'a, membre de la direction de campagne du candidat Patrice Talon et sa colistière Talata Azimé, et puis M. Honorable Ayovi, directeur de campagne du candidat Corentin Koroué et son colistier René Agossa. Merci d'avoir illustré le face-à-face dans Politiquement Chaud ce soir. Je vous souhaite bonne suite de campagne. Il vous reste encore, ma foi, à peu près une heure, un peu plus d'une heure pour poursuivre la campagne. Merci d'être venu. Je rappelle que nous aurons pu avoir dans ce débat le représentant de Force Corée pour un Bénin émergent et notamment du candidat Soumanou Alassane Djemba. Il s'agit de M. Salomon Odio qui n'a pas pu effectuer le déplacement. Voilà, place maintenant au portrait de cette émission. Aujourd'hui, nous vous proposons le portrait de colistier du candidat Corentin Koroué. Il s'agit de Irené Agossa. C'est un document signé Naguib Dele Alagwe. Je suis un homme de principe. À 51 ans, il est sans nul doute le candidat à la vice-présidence le plus actif de cette présidentielle. Sa verve et son côté rêveur sont assurément ce qui carbure le plus au niveau de la dynamique. Restaurer la confiance. En tournée dans le Septentrion, Irené Josias Agossa essaye tant bien que mal de communiquer ce qui le définit le plus. Ce sera d'ailleurs le slogan de campagne du duo. Foi, audace et engagement. Je suis un homme de foi, un homme d'audace surtout, et surtout un homme engagé. C'est fort de cette audace qu'il créa dès 1996 ce qui plus tard servira de rampe de lancement à une carrière politique plutôt longue, mais en dents de scie, l'Union nationale des étudiants du Bénin, UNEB. C'est là que tout a commencé, et 2 ans plus tard, le voilà portant à bout de bras le Front pour la République, son premier parti politique. Membre fondateur et secrétaire général de l'Union pour la relève à partir de 2004, il militera par la suite dans plusieurs alliances et partis politiques. Président du mouvement Le Nationaliste, sa dernière expérience en date est celle qu'il a conduite au sein du Parti Les Démocrates, avec lequel il rompra une fois encore les amarres seulement quelques mois après. Avant de lancer, la dynamique restaurait la confiance. Il obtint à la surprise générale et contre toute attente le parrainage nécessaire à la validation de sa liste de candidature. Côté professionnel, Irené Agossa va occuper entre 2013 et 2016 de très hautes fonctions de l'État. Titulaire d'une maîtrise en géographie option aménagement du territoire obtenue à l'université d'Abomey-Calavi, puis d'un master spécialisé en normalisation, qualité, certification de l'université de technologie de Compiègne en France. Il s'est vu confier par décret pris en Conseil des ministres le 7 novembre 2013 les charges
de conseiller technique du président de la République, chargé du suivi de l'exécution des projets initiés par le gouvernement. Ancien conseiller à la HAC, il sera nommé plus tard directeur général de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers, Sonacop. Marié et père de 6 enfants, le candidat à la vice-présidence, dont on dit président dans la peau, se définit comme un incompris. Son amour pour le sport roi l'a conduit à créer il y a quelques années la jeunesse sportive de Cotonou. Imprévisible pour certains et fait calculateur pour d'autres, Irénée Josias Sagossa aura sans nul doute marqué son temps. Voici le monitoring où Herman Aniabossou nous reçoit pour nous Dr Patenon Martial. Il est docteur en droit privé. Il nous parlera des opérations de vote. Voici le monitoring. Herman Aniabossou, bonsoir. Oui, bonsoir André Dossard. Docteur Patenon, bonsoir. Bonsoir André Dossard. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous nous parlez aujourd'hui du déroulement des opérations de vote. Tout à fait, il faut quand même rappeler que les partis politiques passent les dernières heures de campagne. Docteur Patenon Martial, vous êtes docteur en droit privé. Quels sont les comportements qu'il importe de rappeler à l'attention aussi bien des acteurs politiques, des candidats que de leurs militants? Merci monsieur le journaliste. Comme vous l'avez su bien dit, nous sommes aux dernières heures de campagne et à partir de 0 heure aujourd'hui, la campagne est terminée et tous les citoyens se doivent de ne plus poser un acte de campagne. Notamment, ils doivent enlever les affiches à partir de demain et ils doivent également ne pas porter des t-shirts ou des casquettes. Et durant ces dernières heures, il faudrait également que les citoyens ne puissent pas tenir des propos à l'endroit des candidats, des propos qui sont prévus et punis par la loi et qui constituent des infractions. Les citoyens ne doivent pas, en réalité, pour ces dernières heures, adopter un bon comportement, autrement dit, ne pas tenir des propos à l'endroit des candidats et pour éviter que cela ne puisse, pour éviter de tomber sous le coup de la loi. Très bien. Alors, c'est vrai, donc la campagne finit à 0 heure, donc ça veut dire que demain, il n'y a plus de t-shirt à porter, il n'y a plus rien, les affiches doivent disparaître. Absolument. Alors, au jour du scrutin, quand même, il y a quelques soucis. C'est qui l'électeur, d'abord, dites-nous? Alors, la notion d'électeur doit être distinguée avec la notion de celui qui va voter. Pour être électeur, il faut remplir certaines conditions. Et le code électoral a prévu, la loi numéro 2019-41 du 15 novembre 2019 portant code électoral au Bénin a prévu que pour être électeur, il faut d'abord avoir la nationalité béninoise, il faut être âgé de 18 ans révolus au jour du premier scrutin d'une année, il faut également jouir des droits civils et politiques. Et lorsque vous remplissez ces conditions, vous pouvez être considéré comme électeur. Cela voudra dire qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas être considérées comme électeurs. Il y a par exemple les étrangers qu'on ne peut pas considérer comme électeurs. Il y a également ceux qui sont condamnés pour des crimes qui ne peuvent pas également. Il y a aussi ceux-là qui sont des individus et qui sont privés de leurs droits civils et politiques. Et par une décision de justice, ceux-là ne peuvent pas être considérés... Ceux qui sont déchus notamment de ces droits-là. Absolument. Ils ne peuvent pas être considérés comme étant électeurs. Alors, cette notion doit être distinguée avec celui qui doit voter. On peut être électeur sans pouvoir être en mesure de voter. Ah oui, et pourquoi? Alors, pour voter, il faut nécessairement que votre nom figure sur l'extrait de liste électorale par rapport à votre circonscription de résidence. Et donc, si votre nom ne figure pas, vous ne pouvez pas voter. Et la deuxième condition aussi, c'est qu'il faut aussi avoir une pièce d'identification. Et comme vous le savez, il y a la Sénat qui a, par le communiqué, précisé les différentes pièces qui peuvent permettre à tout un individu d'aller voter. Alors, donc, ça veut dire qu'on peut être électeur sans être votant? Absolument. Mais tout électeur, je n'ai pas compris. Faites-nous un peu la nuance. Alors, vous êtes électeur, vous remplissez les conditions, on va vous qualifier d'électeur, mais vous ne pouvez pas voter parce que vous ne faites pas partie de la liste. Si votre nom ne figure pas sur la liste, vous ne pouvez pas aller voter. Alors, si vous n'avez pas une pièce d'identification, vous ne pouvez pas non plus voter, quand bien même on vous reconnaît la qualité d'électeur. Alors, quid du vote par dérogation et même du vote par procuration? Alors, lorsqu'on parle de la dérogation et de la procuration, il faut dire que le critère de distinction entre ces deux notions, c'est le poste de vote. Alors, il y a certaines personnes qui
ont un poste de vote reconnu et ils ont l'habitude de voter à ces postes. Alors, il se fait que ces personnes sont en mission pour l'État, ils accomplissent des services publics. Alors, pour ces personnes, la loi permet à ceux-là de pouvoir voter dans un autre poste de vote, autre que celui qui est reconnu légalement. Et de ce point de vue, on dirait alors qu'il y a une dérogation au vote. Il s'agit par exemple les journalistes comme vous, qui sont en mission, par exemple, oui. Voilà, les agents qui assurent la sécurité et la défense de l'État, ceux-là peuvent déroger à la règle. Par contre, lorsqu'on parle de la procuration, en réalité, c'est toujours au niveau du même poste de vote. Mais la personne est empêchée. Par exemple, un malade qui ne peut pas se déplacer. En ce moment, il donne un mandat, il donne une procuration. Et lui, celui à qui on donne la procuration sera considéré comme le mandataire. Et celui qui a donné la procuration, ce sera le mandant. Et donc, le mandataire pourra alors voter en lieu et place de celui qui est empêché. Sauf qu'à ce niveau, le mandataire, le mandant n'est pas sûr que ce soit son choix qui a été effectué par... Absolument, mais le mandat va indiquer au mandataire, voilà, ça c'est mon choix. Et forcément, le mandat... Il y a une question de confiance. C'est clair, une question de confiance, absolument. Parce qu'on ne sait pas là-bas ce qui va se passer. Je suis arrivé là-bas, il prend les 2 scrutins et puis il va là-bas, il va voter et puis il revient, il va émager, d'accord, en lieu et place de l'autre et de lui-même, parce qu'il fait un vote doublement. Il vote pour lui, il vote également pour son mandat. Alors, rapidement, si on a quelques minutes, rappeler quand même quelques comportements également à éviter le jour du scrutin. Alors, le jour du scrutin, il faut éviter d'avoir sur soi des armes, des manchettes, et il faut éviter de faire éruption dans les bureaux de vote. Il faut éviter également d'intimider les membres du bureau de vote. Il faut éviter de porter un trouble au bon déroulement du scrutin. Donc tout ça là, c'est puni par la loi. Le législateur l'a prévu et c'est des peines qui sont prévues, des peines d'emprisonnement ou même également des amendes qui sont fixées par le législateur. Alors, rapidement, un mot pour conclure, docteur Patenon. Alors, je dirais simplement que nous sommes dans une période où la campagne est déjà terminée. D'ici là, la campagne est terminée. Et on va aller voter. Le vote, c'est un devoir civique. On va demander à tout un chacun d'aller voter, d'aller accomplir son devoir. Et nous allons que le meilleur gagne et que le vote se fasse dans la paix. Merci, docteur Patenon. Docteur Patenon, merci et toutes mes excuses pour ne vous avoir pas laissé assez de temps. On a dû permettre aux représentants des candidats de disposer de suffisamment de temps pour défendre leur projet. J'espère que vous m'en voudrez pas, vous ne me blâmerez pas pour ça. On va maintenant permettre à Naguib de nous aider à clôturer cette émission avec Médiamétrie. Ici, Augustin est en harmonie avec nous sur ce plateau. Voilà, Naguib Balagué, bonsoir. Bonsoir André Dossa, bonsoir à tous. Oui, vous nous avez rejoint ici de façon très militaire sur le plateau. C'est le dernier jour de la campagne, pour ne pas dire que c'est pratiquement fini, dans un peu plus d'1 heure. Que peut-on retenir dans les médias, Naguib Balagué? À quelques heures de la clôture, les duos candidats sont au pas de charge et les médias suivent tant bien que mal. Les canards parus ce matin font le point de l'assaut final du duo Talon Talata à Porto Novo. Gigantesque mobilisation des populations pour accueillir celui qui en croit fraternité a changé le visage de la capitale en un seul quinquennat, et la foule qui s'est amassée hier au stade Charles de Gaulle était notamment pour dire merci au chef de l'État. Mobilisation réussie en tout cas avec le concours de tous les partis. Et Fraternité toujours met un accent sur l'apport du PRD au succès de la messe d'hier. Ils étaient tous là au stade Charles de Gaulle avec leurs militants au premier rang, scandant victoire pour Patrice Talon. Et le duo a restauré l'espoir très présent malgré tout dans les médias ces jours-ci. Oui, à quelques heures de la clôture également. Le duo restaurer la confiance, vous voulez dire? Oui, c'est pas restaurer l'espoir. Quel lapsus. Restaurer la confiance. Restaurer la confiance, oui. Konaté Koroué et son colistier ont mis le cap sur la 24e circonscription électorale notamment. Les deux auraient obtenu le feu vert des populations de l'air culturel à Gonlin, Zanyanado, Kové et Wenri ont été conquis. Puis le duo a progressé vers Ouegbo, Tofo-Alada, Zez, Zinvier et Cotonou. La mobilisation était inédite ici également. Les jeunes adhèrent massivement au discours des candidats à la vague orange, prônent partout la paix, mais également une meilleure gouvernance
de l'emploi pour les jeunes. C'est à lire également à la une et dans les colonnes de Fraternité. Les partis politiques toujours très mobilisés derrière leurs candidats, Managui Balagbe. C'est le cas pour l'UDBN, le BR et l'UP, notamment le parti de Claudine Prudential fait le point et se frotte les mains. Il estime avoir gagné le pari de la campagne Talon, Talata, mais un dernier plateau culturel sera offert ce jour au public dans la commune de Abomey-Calavi. Ce sera l'apothéose, comme nous le rapporte Fraternité, mais également Bénin Intelligent. Le dernier d'Ivoire, les prémices d'un chaos sans bavure. Et puis ce constat qui aura marqué l'ensemble de la campagne électorale, c'est l'absence des duos de l'opposition sur la toile, Nagui Balagbe. Il a lieu de comprendre et retenir que la toile n'est pas le terrain de chasse de prédilection ni du duo de Restaurer la Confiance, ni celui de Foscori pour un Bénin émergent sur la page officielle de l'un des candidats du premier duo. Par exemple, seulement 2 petites publications ces dernières 24 heures et le tout se résume à des comptes rendus d'étapes de la tournée après plus rien. Et il n'y a pas non plus grand monde qui se bouscule sur la page, à peine une centaine de vues pour 0 commentaire sur la dernière publication. Fait il y a de cela une demi-journée. Côté Talon Talata, l'offensive est à son pic. Et plus visible encore ces dernières heures est le bloc républicain qui sans doute a plus d'un tour dans son sac. La toile est inondée de petits messages, de tout petits contenus vidéo plutôt accrocheurs, réalisés et diffusés dans différentes langues, mettant en scène des personnalités diverses s'adressant directement aux électeurs, et c'est très bien pensé. Et vous, Naguib, qu'est-ce que vous en pensez? Cette absence, même jusque dans les derniers instants de la campagne électorale? C'est dommage, on est au 21e siècle. C'est inconcevable qu'on puisse faire une campagne de cette envergure-là et être absent et être d'une absence totale sur la toile. L'espace aujourd'hui, l'un des espaces majeurs d'information aujourd'hui, c'est la toile, et on ne comprend pas. On ne comprend pas qu'on puisse mettre en place une stratégie, dérouler une stratégie sans tenir compte de la toile. Peut-être que les électeurs sont ailleurs plutôt que sur la toile, qui sait. Merci beaucoup, Nagui Balagbe. Merci, Emmanuel Anyaboussou, Dr Pateno. Merci. On espère vous retrouver le dimanche prochain pour venir commenter le déroulement du scrutin avec nous. Chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Augustin Vidécon à la réalisation, Moufi de Saboura, et bien entendu notre cadreur Jonas vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche dès 7h du matin sur Canal 3 Bénin pour vivre tout au long de la journée le déroulement du scrutin. Au revoir et très bonne soirée.